Quand on parle d'entrepreneurs de la tech, visionnaires, bon, on pense tout de suite à Bill Gates, Steve Jobs, enfin, les noms habituels, quoi. Oui, les figures modernes, c'est clair. Mais si je vous disais que le premier, ou en tout cas un sacré précurseur, c'était un Français. Et pas n'importe lequel, hein. Un philosophe, un scientifique du XVIIe siècle. Ah, intriguant ça. Vous pensez à qui? À Blaise Pascal. On va explorer aujourd'hui cette facette surprenante de Pascal. Pas juste le penseur ou le matheux génial. Mais aussi l'inventeur, et même le pionnier technologique avec un flair assez moderne finalement. Exactement. On va se baser sur des analyses qui racontent un peu l'histoire de sa machine à calculer. L'idée, c'est de voir comment cette invention est née et qui était vraiment l'homme derrière. D'accord, plongeons là-dedans. Alors, on est en 1642. Pascal, il est tout jeune, 19 ans. Oui, à peine sorti de l'adolescence pratiquement. Il se lance dans un projet, fou pour l'époque, créer une machine. Une machine qui ferait des additions, des soustractions, automatiquement. C'est assez dingue d'imaginer ça au XVIIe siècle. Carrément. L'idée, c'était quoi? Avoir un outil plus précis, plus rapide, et surtout qui fasse moins d'erreurs que les gens qui calculaient à la main ou de tête. Un peu le rêve d'automatiser le calcul déjà, à cette époque. Fascinant. Bon, décortiquons ça un peu plus. C'était pas juste un exercice intellectuel, si je comprends bien. Non, justement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant selon les sources. Ce n'était pas juste pour le plaisir de l'invention. Ah bon? Quelle était l'idée alors? L'idée, dès le départ, apparemment, c'était de la vendre, de commercialiser cette machine. C'était pensé comme la première machine à calculer pour le marché, quoi. La première machine pensée pour être vendue. C'est ça. Et il ne lâche rien. Il va y passer presque 10 ans de sa vie. 10 ans! 10 ans! C'est énorme comme investissement personnel. Ah oui! Les textes le décrivent comme tenace, perfectionniste à l'extrême, obsédé même par le design, par la fiabilité. Obsédé, hein? C'est-à-dire? Il aurait passé des mois juste sur le petit mécanisme qui permet de reporter les retenues, pour être sûr que ce soit fiable pour celui qui l'utilise. Très orienté produit fini en fait. Attendez, une intention commerciale dès le début et ce perfectionnisme. Ça nous éloigne un peu de l'image du savant dans sa tour d'ivoire, non? Complètement. Et ça va plus loin. Cet aspect entrepreneur, il est assez marqué. Comment ça? Certains documents le qualifient même de baratineur. Baratineur? Pascal? C'est un peu fort, non? Oui, bon, le mot est peut-être un peu provocateur. Mais ça traduit bien sa façon de promouvoir son invention. Il promettait que ça allait changer la vie des gens, des comptables, des financiers. Il faisait du marketing en quelque sorte. Exactement. Il était convaincu d'avoir une révolution entre les mains. Et il la défendait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il protégeait son bébé. Apparemment, il traquait toutes les tentatives d'imitation. Il se battait contre la concurrence. Ah ouais, carrément. Donc pas question de partager l'idée. Pas du tout. C'est une mentalité très moderne de défense de la propriété intellectuelle. Un vrai fondateur qui protège son innovation clé. C'est fou cette double casquette. Génie scientifique et businessman avant l'heure. Mais alors, cette fameuse machine, la Pascaline, c'est ça? Oui, c'est le nom qu'on lui a donné, la Pascaline. Est-ce qu'elle était vraiment à la hauteur de tout ce discours techniquement, ça tenait la route? Alors oui, malgré le baratin, comme on disait, techniquement, c'était un vrai bijou pour l'époque. Ah oui. Comment ça marchait en gros? C'était un assemblage assez complexe de roues dentées, de petits mécanismes appelés sautoirs, et ça permettait vraiment d'additionner et de soustraire des nombres, même avec plusieurs chiffres. C'était ingénieux, il faut le reconnaître. Impressionnant pour le 17e, mais est-ce que ça a été un succès commercial du coup? Alors là, c'est plus mitigé. Si l'on replace ça dans un contexte plus large, le succès commercial a été très limité. Ah bon? Pourquoi? Les sources disent qu'il n'en aurait eu qu'une vingtaine de produits étaient vendus, peut-être 25, pas beaucoup plus. Si peu? Mais pourquoi? Trop cher? Pas assez de demandes? Probablement un mélange. Le coût devait être très élevé, c'était artisanal, complexe à fabriquer. Et puis, est-ce que les gens avaient vraiment besoin d'une machine pour calculer à ce moment-là? Peut-être pas encore assez. D'accord. Donc, une merveille technique, mais un flop commercial. Ou presque. Ça arrive encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Bon, si on récapitule un peu, on a Pascal, figure complexe, un génie scientifique, ça, on le savait, un inventeur technique brillant, mais aussi un homme d'affaires, pragmatique, conscient de la valeur de son travail et prêt à le défendre bec et ongle. C'est exactement ça. Un précurseur visionnaire, mais avec un sens aigu des affaires. Et cette histoire, cela soulève une question importante, je trouve. Laquelle?
C'est ce qui pousse l'innovation, en fait. C'est quoi le moteur? Le génie pur? La curiosité? Ou bien c'est aussi l'ambition, le besoin économique, le désir de laisser une trace ou de gagner de l'argent, tout simplement? Chez Pascal, on dirait qu'il y avait un peu de tout ça mélangé. Voilà. Il incarne bien cette complexité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que Blaise Pascal, ce nom qu'on associe aux pensées, à la philo, aux maths, Hmm. il était aussi, à sa manière, un des tout premiers entrepreneurs de la tech. Oui, Un lointain ancêtre, avec ses méthodes, ses défis propres au XVIIe siècle, mais avec déjà cette mentalité. Des innovateurs qui ont créé plus tard la Silicon Valley. Ça enrichit vraiment notre vision du personnage, je trouve. c'est clair. Ça change la perspective. Exactement. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion, peut-être pour nos auditeurs. Allez-y. Si on redécouvre Pascal sous cet angle, combien d'autres figures de l'histoire, des scientifiques, des artistes, des penseurs, combien pourraient aussi être vus comme des innovateurs commerciaux, des entrepreneurs à leur façon? Et si on cherchait cette dimension chez eux, est-ce que ça ne changerait pas complètement notre regard sur leur héritage et sur l'histoire de l'innovation elle-même? C'est une excellente question pour terminer. Repenser l'histoire avec ce prisme de l'entrepreneuriat, ça donne à réfléchir.